Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mercredi sur A12. Voici les titres du journal. L'Europe au chevet de l'Ukraine, 18 milliards d'euros, c'est la promesse faite ce mardi par l'Union européenne pour soutenir la reconstruction post-conflit de l'Ukraine. L'Italie reste et demeure solidaire à l'Europe. Lors de sa présentation de la politique générale ce mardi, Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien, a réitéré l'adhésion de son pays à la politique de l'UE. Et au Gabon, les importantes réserves de manganèse dans la localité de Monda font rêver. Le site attire déjà de nombreux investisseurs. La tâche s'annonce colossale pour la reconstruction post-conflit de l'Ukraine. Les 24 et 25 octobre, les partenaires occidentaux de Kiev étaient réunis à Berlin, en Allemagne, pour la conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. Pour le chancelier allemand Olaf Scholz, l'Ukraine a besoin d'un plan Marshall. En 2023, l'UE promet une aide estimée à 18 milliards d'euros. Les représentants de la Commission européenne et du G7 étaient réunis ce mardi à Berlin pour une conférence internationale sur l'après-guerre en Ukraine. L'Union européenne s'est engagée à verser 18 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023, soit l'équivalent d'1,5 milliard par mois. Une portion encore minime des coûts de la reconstruction. Nous n'avons pas de temps à perdre. L'étendue des destructions est stupéfiante. La Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d'euros. C'est assurément plus que ce qu'un pays ou une union peut fournir seul. Tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. Le chancelier allemand Olaf Scholz a comparé l'étendue de la tâche au plan Marshall, le plan américain d'aide à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc voici l'enjeu du moment. Rien de moins que de créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. Une mission pour notre génération qui doit démarrer aujourd'hui. Le rétablissement, la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine sera effectivement une mission pour des générations. Une mission qui va nécessiter que la communauté internationale tout entière unisse ses forces. Mais c'est aussi une opportunité pour les générations à venir si nous faisons les choses correctement. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'étendue des aides internationales devrait au moins s'élever à 38 milliards d'euros pour compenser le déficit budgétaire de l'Ukraine. Que pensent les Britanniques de leur tout nouveau chef de gouvernement Rishi Sunak? À peine élu, ses concitoyens se prononcent déjà sur le profil de l'ex-chancelier de l'Échiquier. Je voulais suivre ce reportage de la rédaction de France 24. Il y a ceux qui sont soulagés. C'est une excellente nouvelle. C'est la seule chose logique que j'ai entendue de la part du gouvernement depuis longtemps. Et ceux qui n'ont plus d'illusions. Ces stratégies sont un peu plus réalistes, mais je pense que peu importe qui nous dirige à l'heure actuelle, ils vont mener une bataille perdue d'avance. La désignation de Rishi Sunak par les conservateurs pour devenir Premier ministre ne laisse pas les citoyens britanniques indifférents, même si beaucoup s'accordent pour préférer cette option au retour de l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Mieux vaut lui que Boris. J'aimerais voir un Premier ministre travailler, c'est aussi simple que ça. Il y a donc aussi de la déception de ne pas voir s'organiser une élection générale. Mais dans la communauté indienne, dont le futur Premier ministre est originaire, le moment est largement considéré comme historique. Une figure susceptible d'inspirer toute une jeune génération. Je suis très enthousiaste à l'idée qu'il soit notre Premier ministre, parce que c'est le premier de couleur et indien. Et j'espère vraiment qu'il nous aidera à résoudre la crise du coût de la vie. À l'occasion de la fête hindoue Diwali, des milliers de personnes se rassemblent dans ce temple du quartier de Nisdin, dans la banlieue de Londres. Cette nomination est une fierté pour la communauté, d'autant plus que Rishi Sunak est aussi hindou pratiquant. Lorsqu'il était ministre des Finances, on l'a vu allumer des bougies devant sa résidence officielle du 11 Downing Street pour marquer l'occasion. J'espère que cela inspirera la jeune génération, les personnes de toutes origines ethniques, en leur montrant qu'elles peuvent travailler dur et aspirer à la plus haute fonction. Au-delà des frontières, sa nomination fait aussi réagir dans l'ancienne colonie britannique. Je pense que c'est assez formidable dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'être d'une certaine couleur ou d'une certaine classe sociale pour devenir le Premier ministre d'un pays.
Rishi Sunak est le premier Britannique d'origine asiatique à occuper le poste au Royaume-Uni. Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne, était ce mardi devant les parlementaires pour la présentation de sa politique générale. Il s'agissait avant tout pour la vainqueur du scrutin législatif du 25 septembre de rassurer ses partenaires occidentaux quant à l'attachement de l'Italie à la défense des intérêts stratégiques de l'Europe. Reportage. Un mois jour pour jour après la victoire historique de son parti aux législatives, la nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni, a présenté son discours de politique générale au Parlement. Concernant les affaires étrangères, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia a rappelé l'attachement de l'Italie à l'OTAN et son soutien à l'Ukraine. Elle a aussi affirmé qu'elle ne souhaitait pas freiner ou saboter l'intégration européenne, mais faire mieux fonctionner la machine communautaire, répondant ainsi aux inquiétudes de certains observateurs. Ceux qui, à l'étranger, disent vouloir surveiller le respect des droits en Italie. Il ne manque pas de respect envers moi-même ou ce gouvernement. Il manque de respect envers le peuple italien, qui n'a de leçons à recevoir de personne. L'Italie fait pleinement partie de l'Occident et de son système d'alliance. L'OTAN donne à notre démocratie un cadre de paix et de sécurité. Et il est du devoir de l'Italie d'y contribuer pleinement. La liberté a un prix. La présidente du Conseil a également catégoriquement nié toute sympathie ou proximité avec le fascisme. Son parti est pourtant l'héritier du mouvement social italien, un parti néofasciste créé après la Seconde Guerre mondiale. Elle a par ailleurs dans le passé fait part de son admiration pour Mussolini. Parmi les autres thèmes abordés se trouvait la dette publique ou encore l'inflation galopante. Son discours doit être suivi dans la soirée par un vote de confiance à la Chambre des députés et au Sénat mercredi. 6 morts ont été enregistrés mardi dans les raids israéliens en Cisjordanie. Parmi les victimes de ces frappes menées en représailles à des attaques terroristes contre les territoires israéliens figurerait le leader du groupe terroriste La Fosse au Lion. Les détails dans cet élément. Ils sont venus crier leur colère devant l'hôpital de Naplouse en Cisjordanie. C'est là qu'ont été transportés les corps des Palestiniens tués ce mardi dans la nuit par des raids des forces israéliennes. Selon le ministère de la Santé palestinien, 5 personnes sont mortes à Naplouse, dans le nord du territoire, et une autre à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne. Une vingtaine de personnes a également été blessée. Parmi les hommes tués se trouverait le leader présumé de la Fosse au Lion, un groupe qui a mené plusieurs opérations contre Israël ces derniers jours, ayant notamment entraîné la mort d'un soldat début octobre. De son côté, l'armée israélienne n'a pas pour l'heure commenté le bilan de 6 morts, mais a confirmé avoir mené une vaste opération à Naplouse. Nouvelle bavure à l'arme à feu aux États-Unis. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué ce lundi. 2 personnes dans un lycée du Missouri, dans le centre des États-Unis. Nouveau drame des armes à feu aux États-Unis. Ce lundi, un ancien élève a fait irruption dans un lycée de Saint-Louis dans l'État du Missouri. Le jeune homme a tué un professeur et un élève. 6 autres personnes ont été blessées. Le tireur âgé de 20 ans a été tué par la police lors d'un échange de coups de feu. Selon des témoins, des vies auraient été sauvées après que l'arme du tireur se soit enrayée durant l'attaque. Cap sur Monda dans l'est du Gabon, cette localité regorge d'un potentiel énorme en manganèse. 25% des réserves mondiales s'y trouvent et l'exploitation de ce précieux métal bat déjà son plein. L'ambiance sur place avec quelques experts dans cet élément proposé par la rédaction de France 24. L'objectif journalier reste ici 36 000 tonnes de manganèse à livrer à nos clients internes. Et sur l'année, nous visons les 12 millions de tonnes de manganèse. Nous continuons à occuper la place de marché parce que le monde continue à se développer dans tout ce qui est infrastructure, construction, fabrication de voitures, dans tout ce qui est infrastructure, on a besoin de manganèse et aujourd'hui nous occupons cette place.
On prend la direction de la Côte d'Ivoire pour évoquer la rencontre de ce lundi 24 octobre entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, l'ancien dirigeant nigérien Mahamadou Issoufou. Le numéro 1 ivoirien a fait des recommandations à son hôte sur les stratégies à mettre en place en vue de réussir sa mission. Mahamadou Issoufou au micro de nos confrères de la présidence ivoirienne. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique, où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les États ont défini des stratégies. Leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés. Alors, dans le cadre de cette mission, je suis venu demander le soutien de mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour que cette mission soit une réussite, pour que cette mission soit utile pour nos pays et soit utile pour nos peuples. Et le président Alassane m'a promis son soutien. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour la remercier. La Côte d'Ivoire va investir plus de 100 millions de dollars pour la construction d'une usine de transformation de cacao dans la localité portuaire de San Pedro. Lors d'un entretien accordé à la rédaction de Africa 24, le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenon Adjoumani, est revenu sur les enjeux de ce chantier. Selon les projections nationales, le volume de la récolte principale 2022-2023 de cacao en Côte d'Ivoire est attendu à 1,65 million de tonnes. Premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire entend devenir un maillon indispensable dans le processus de transformation de cette culture, d'où l'injection de plus de 100 millions de dollars dans la construction d'une unité de transformation dans la ville de San Pedro, comme l'indique le ministre de l'Agriculture, Kobenon Adjoumani Kouassi. Nous estimons que lorsque il y a de la transformation qui est faite, il y a une plus-value donc du produit et cela va être répercuté sur la population. Nous disons que la transformation peut permettre donc à nos différents pays de pouvoir disposer de ce dont on a besoin pour satisfaire le producteur. En dépit des caprices du marché international, la filière cacao, grand contributeur au PIB ivoirien, fournit des moyens de subsistance pour près de 6 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Avec cette infrastructure, environ 1700 emplois verront le jour, reflétant l'objectif du gouvernement ivoirien, qui est d'accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et la création d'emplois durables pour la jeunesse. Le président est allé poser la première pierre l'autre jour à Ayama. Une sera construite à Abidjan et l'autre à San Pedro. Et tout cela pour nous permettre à terme de pouvoir transformer au moins plus d'1 million de notre production au niveau du pays. Après les travaux prévus sur 24 mois, l'ambition du gouvernement ivoirien est de traiter à travers cette unité 64 000 tonnes de fèves par an, extensible à 100 000 tonnes. Une usine qui va ainsi participer au nettoyage, séchage, broyage, torréfaction ou encore pressage de liqueurs de cacao.
331,5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par la Banque mondiale pour booster le secteur agricole au Togo. Cet appui financier devra servir à soutenir efficacement le gouvernement dans la transformation structurelle de l'agriculture par l'acquisition de matériel moderne. Soutenu par le groupe de la Banque mondiale à hauteur d'environ 331,5 milliards de francs CFA, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSRP, veut appuyer le Togo en matériel agricole motorisé. L'objectif est de fournir des tracteurs et machines agricoles, motoculteurs, trieuses calibreuses et accessoires au profit de ces structures partenaires sur le territoire. Une telle initiative vient, on va dire, à point nommé pour pouvoir permettre au pays de pouvoir faciliter la relance de son système agricole. Quand on sait qu'aujourd'hui le secteur agricole représente le secteur pourvoyeur d'emplois, car il fournit près de 2/3 des emplois du pays. Et donc la mise en œuvre de ce projet-là est d'une importance capitale, car elle permettra, on va dire, au Togo de pouvoir amorcer la transformation structurelle voulue pour l'agriculture. L'idée du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural dans le cadre de ce projet consiste à rechercher des soumissionnaires éligibles capables de fournir de tels matériels dans un délai de 5 mois. L'enveloppe totale prévue pour l'exécution de la première phase du projet s'élève à 570 millions de dollars, réunissant quelques pays de la sous-région, notamment le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, la mécanisation qui est un pan assez important, car il intervient dans la réduction de la pénibilité du travail et permet également d'avoir de meilleurs rendements et surtout de réduire les pertes post-récolte. Et donc la mise en œuvre, on va dire, de ce projet permettra au Togo d'assurer une autonomisation de son agriculture. Mais il faudra aller jusqu'à la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion innovants qui permettront, on va dire, au secteur agricole de pouvoir pérenniser les actions sport que le projet pourra réaliser. Lancé le 15 juin 2022, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vise à faciliter le commerce des produits et des intrants agricoles à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, ce qui constitue un élément essentiel pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région. Le site du Grand Musée d'Afrique, projet phare de la Commission de l'Union africaine, sera lancé dès décembre 2022 sur l'emplacement actuel de la baie d'Alger. Il s'agit pour l'organisation régionale de faire de l'infrastructure un repère culturel pour tout le continent. Les explications dans ce reportage d'Africa 24. Prévu en 2023, le lancement du Grand Musée de l'Afrique s'inscrit dans le cadre du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le mémorial permanent de la traite des esclaves du Musée d'Afrique mettra en valeur le riche patrimoine culturel du continent. Le Grand Musée africain prévu en Algérie, en bordure de la mer Méditerranée sur le site de la baie d'Alger, va constituer un centre de coordination pour rappeler aux générations futures leurs origines. The Commission, in collaboration with the government of the People's Democratic Republic of Algeria, la Commission, en collaboration avec le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, est en train de créer le Grand Musée de l'Afrique, GMA, un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le GMA mettra en valeur, profilera, protégera et promouvra les riches patrimoines culturels et historiques du continent. Protect and promote the rich cultural heritage and history of the continent. Le Grand Musée d'Afrique est une invite à renforcer le rôle des arts, de la culture et du patrimoine dans la construction d'une Afrique propre aux Africains. Il s'agira d'explorer en permanence comment partager stratégiquement les messages clés liés à la protection, à la promotion et à la préservation des richesses culturelles et naturelles de l'Afrique qui sont essentielles pour une économie créative. Lessons learned from the renovation of the Africa Hall can be used to strengthen the concept. Les leçons tirées de la rénovation de l'Africa Hall peuvent être utilisées pour renforcer le concept d'établissement du Grand Musée d'Afrique. Le lancement du site temporaire du GMA est prévu en décembre 2022. Je nous appelle tous à nous joindre et à soutenir cette précieuse initiative de l'ONU, car elle permet de préserver ce merveilleux symbole pour nos générations futures. Initiative of the UN, since it allows for preserving this marvelous symbol for our future generations.
Avec cette infrastructure propre à l'Afrique, la Commission de l'Union africaine interpelle la communauté internationale sur la restitution des emblèmes culturels africains, des symboles arrachés aux Africains durant la période coloniale et qui restitués contribueraient à réparer l'histoire. High in the agenda of the Union is the issue of restitution of heritage resources. La question de la restitution des ressources patrimoniales figure en bonne place dans l'agenda de l'Union. À cet égard, la Commission a rédigé une position africaine commune sur la restitution des ressources patrimoniales afin d'assurer le retour rapide du patrimoine pillé du continent et d'aider les États membres à entreprendre des négociations pour la restitution des ressources patrimoniales. En 2021, l'Union africaine a décliné l'année sous le thème « Les arts, la culture et le patrimoine », prouvant ainsi le ferme engagement des dirigeants de l'institution panafricaine dans le développement et la promotion de cet important secteur. Un engagement pris pour préserver l'esprit du panafricanisme et de la renaissance africaine. Le football comme moyen de s'affirmer, sinon de revendiquer sa place dans une société marquée par les stéréotypes. Dans la banlieue de Buenos Aires, en Argentine, les femmes adeptes de foot ont décidé de vivre à fond leur passion. Ceci grâce à Monica Santos, fondatrice du club La Nuestra, basé dans le quartier précaire de la Villa 31. Quand elles apprennent à tirer et qu'elles enchaînent les exercices balle au pied, ces jeunes filles font bien plus que jouer au football. Elles luttent aussi contre les stéréotypes machistes. Car dans la Villa 31, le bidonville le plus ancien de Buenos Aires, le ballon rond est traditionnellement réservé aux hommes. Quand j'étais plus petite, les garçons ne me laissaient pas jouer avec eux, parce que les hommes sont très machistes. Ils ne laissent pas les femmes faire du sport. Le football, pour moi, n'a pas de genre. Tout le monde est capable d'y jouer, non ? Mais parfois, à force que les garçons nous critiquent, ne partagent pas le terrain, nous confisquent la balle, ils nous empêchent de jouer. Rendre le football accessible à toutes, c'est le combat de Monica Santos. Il y a 15 ans, elle a fondé le club La Nuestra pour s'assurer que ce terrain, enclavé dans un quartier très défavorisé, puisse être réservé aux filles 2 fois par semaine. Pour cette ancienne joueuse, occuper cet espace peut faire évoluer durablement les mentalités. Les changements commencent ici avec les filles qui gagnent en estime de soi. Elles prennent conscience qu'elles peuvent avoir un corps fort, contrairement à ce qu'on nous raconte historiquement, qu'une fille n'est pas censée être agressive, qu'elle doit être soumise, que sa vie doit uniquement se focaliser sur la maternité. Le football les aide énormément à déconstruire ces préjugés. Constanza est un exemple de cette émancipation par le sport. Après avoir joué des années sur ce terrain, elle a fait de sa passion un métier. Aujourd'hui âgée de 31 ans, elle est devenue entraîneuse de foot et autonome. Le football a changé énormément de choses dans ma vie. Ça m'a formée en tant qu'individu, ça m'a aidé à me libérer du poids de ma famille. Aujourd'hui, je me sens libre. Je prends mes décisions seule. Grâce au football, certaines ont trouvé une vocation. Pour toutes, c'est surtout l'occasion de s'affirmer, de briller toutes ensemble. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce mercredi. Rendez-vous demain jeudi pour un autre point de l'actualité sur A12. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.